La décarbonation du transport maritime mondial, c'est, sans exagérer, l'un des plus grands défis de notre époque. On parle d'un système qui est au cœur de l'économie mondiale et sa transformation est, disons-le, absolument essentielle. Alors allons-y, voyons ensemble comment cette industrie gigantesque se prépare à atteindre le fameux objectif zéro émission nette. Et cette citation, elle résume parfaitement la situation. La question, ce n'est plus si ça va arriver, mais bien comment on va y arriver. La transition, en fait, elle est déjà en marche, et elle s'accélère. Alors oui, c'est un énorme défi, bien sûr, mais c'est aussi une période d'innovation, franchement comme on en a rarement vu. Ok, pour bien comprendre cette transformation, on va regarder ça en 5 points. D'abord, on va poser le décor. C'est quoi l'ampleur du défi? Ensuite, les nouvelles règles du jeu, parce que oui, il y en a. Après, on parlera technologie, de ce qui change la donne et de la fameuse course au nouveau carburant. Et pour finir, on verra pourquoi on est vraiment à un moment charnière, un moment décisif. Allez, commençons par le commencement, la taille du problème. Le transport maritime, c'est la colonne vertébrale de notre économie, mais c'est aussi un mastodonte qui a un impact environnemental. Pour trouver la bonne solution, il faut d'abord bien mesurer l'ampleur du défi. 54%. Voilà le chiffre clé. C'est la part des émissions de CO2 qui vient de seulement 3 types de navires. Imaginez un peu, plus de la moitié du problème est concentrée là, sur une poignée de catégories de bateaux. Et ça, paradoxalement, c'est une super nouvelle. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça veut dire qu'en ciblant bien les efforts, on peut avoir des résultats énormes et rapides. Forcément, un défi de cette taille, ça appelle une réponse mondiale. Et c'est exactement ce qui se passe. De toutes nouvelles règles sont en train de redéfinir complètement le secteur. Elles forcent tout le monde à agir. Et là, il y a un concept absolument central. C'est ce qu'on appelle du puits à la propulsion, ou well to wake en anglais. L'idée, c'est que ce nouveau cadre ne regarde pas juste ce qui sort de la cheminée du bateau. Non, non, il analyse tout le cycle de vie du carburant, depuis sa production jusqu'à sa combustion dans le moteur. C'est une vision à 360 degrés, et c'est ça qui est malin. Ça évite de juste déplacer le problème des émissions d'un endroit à un autre. Et voilà le calendrier qui met la pression sur tout le monde. Et attention, c'est pas pour dans 50 ans, hein. Les règles, elles entrent en vigueur dès 2028. Et après ça, la vis se resserre décennie après décennie. Pour un armateur, ça change tout. Ça veut dire qu'un navire qu'il commande aujourd'hui doit être pensé pour le monde de 2050. Les décisions prises maintenant, eh bien, elles engagent pour les 30 prochaines années. C'est énorme. Le mécanisme est plutôt astucieux. Il ne s'agit pas seulement de punir. Ce cadre utilise un système de pénalité à 2 niveaux pour, d'un côté, encourager la conformité et, de l'autre, créer un fonds pour financer l'innovation et soutenir la transition de toute l'industrie. Alors, concrètement, ça donne quoi? Le coût de la non-conformité, il est significatif. On peut dire ça. Le niveau 1, c'est un peu un avertissement. Mais le niveau 2, là, à 380 $ la tonne de CO2, c'est une pénalité qui fait vraiment mal. Forcément, ça crée une incitation économique super forte pour investir dans des carburants et des technos plus propres, plutôt que de juste sortir le chéquier et payer les amendes. Bon, les règles, elles fixent le cap. Mais concrètement, comment les navires vont-ils y arriver? C'est là que la technologie entre en scène. Voyons un peu quelles sont les solutions qui se dessinent. La preuve que la transition n'est pas que des paroles en l'air, elle est juste là, sous nos yeux. Le nombre de nouveaux navires commandés, qui fonctionnent avec des carburants alternatifs, est tellement énorme qu'il va quasiment doubler la flotte de ce type qui existe déjà. C'est simple, l'argent est sur la table, le changement, c'est maintenant. Si on regarde d'un peu plus près, on voit bien quel carburant mène la danse. Le GNL et le méthanol y dominent clairement les nouvelles commandes. C'est un bon indicateur de là où l'industrie place ses paris à court et moyen terme. L'ammoniac et d'autres carburants commencent à pointer le bout de leur nez, mais on en est encore au début. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de baguette magique. La décarbonation du transport maritime, ça va demander ce qu'on appelle une approche de portefeuille, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs choses. Des carburants plus propres, bien sûr, mais aussi l'aide du vent avec des voiles modernes, la capture du carbone directement à bord et, évidemment, une meilleure efficacité énergétique. Le point clé, c'est que ces solutions ne s'opposent pas, au contraire, elles se complètent. Ok, la technologie sur les navires, ça avance, c'est un fait. Mais tout ça, ça met en lumière le gros goulot d'étranglement. L'obstacle qui pourrait potentiellement tout faire dérailler. Et voilà la question qui pèse sur toute l'industrie. On peut construire les navires les plus performants du monde, mais s'il n'y a pas de carburant propre pour les faire avancer, eh bien, le problème reste entier. Pour bien mesurer l'ampleur du défi, il suffit de regarder les chiffres. D'ici 2030, le transport maritime va avoir besoin de mettre la main sur, attention, entre un quart et un tiers de toute la production mondiale de carburant vert. C'est une part absolument énorme du gâteau.
gigantesque. Et ça nous amène à une conséquence inévitable, une concurrence féroce. Parce que le transport maritime n'est pas tout seul dans cette course. L'aviation, les camions, tout le monde regarde exactement les mêmes ressources qui sont-elles limitées. C'est donc une véritable compétition qui s'engage entre ces géants pour sécuriser leur futur approvisionnement en énergie propre. Le défi est immense, c'est clair, mais les solutions commencent à poindre. La question maintenant, c'est comment assembler toutes ces pièces. Cette dernière partie se tourne vers l'avenir, pour voir comment l'industrie peut relever ce défi. Une des solutions qui semble la plus prometteuse, c'est la capture de carbone directement à bord. Mais pour que ça marche, il faut bien que les navires puissent décharger ce CO2 quelque part. Alors imaginons qu'on commence modestement, en équipant seulement 20 des plus grands ports du monde. Et l'impact, franchement, il est stupéfiant. Une action ciblée sur seulement 20 ports. Et on pourrait réduire les émissions de toute la flotte mondiale de 9%. 9%. Pour mettre ça en perspective, c'est presque la moitié de l'objectif de 2030 atteint avec une seule mesure ciblée sur les infrastructures. Ça montre bien à quel point des solutions intelligentes et stratégiques peuvent être efficaces. Et le plus beau, c'est que cette solution est évolutive. Si on passe de 20 à 200 ports, la réduction des émissions mondiales grimpe à 22%. Ça nous montre que même si les défis sont mondiaux, des actions bien concentrées, bien stratégiques sur les infrastructures clés peuvent avoir un effet de levier énorme sur tout le système. On se trouve donc à un moment vraiment charnière. Les règles du jeu sont posées. Les technologies, elles, arrivent. Les stratégies pour les infrastructures, elles aussi, commencent à prendre forme. En gros, toutes les pièces du puzzle sont sur la table. L'unique question qui reste, c'est est-ce que l'industrie, les gouvernements, les producteurs d'énergie, est-ce que tout ce monde va réussir à assembler ce puzzle à temps? Assez vite pour respecter le calendrier. Parce que l'enjeu, c'est rien de moins que l'avenir du commerce mondial et de notre climat.